Bonjour à tous, mon nom est Roxane Labroche, je suis psychoéducatrice au Centre de services scolaires de Laval dans le dossier climat scolaire positif, prévention de la violence et de l'intimidation. Et aujourd'hui, je suis avec vous afin de discuter de la capsule Adulte témoin, premier intervenant, dans laquelle nous allons parler de la structure d'intervention en cas de situation de violence et d'intimidation. À travers cette capsule, on va discuter de 4 éléments différents. Donc, en premier lieu, nous allons discuter du plan de lutte contre l'intimidation et la violence. Dans le fond, au sein de ce plan de lutte-là, on retrouve la structure du premier intervenant. Ensuite, pour mettre la table, on va parler des distinctions, de définitions, en fait, de conflits, violence, intimidation, quel type d'intimidation on peut retrouver, par exemple, sur la cour de récréation, dans nos corridors. Bref, on va juste aller clarifier ces différents concepts. Par la suite, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet où on va parler des rôles et responsabilités de l'adulte témoin pour en terminer avec la structure d'intervention en 5 étapes que chaque adulte témoin de situation de violence et d'intimidation se doit de mettre en place. Donc, on commence. Premièrement, le plan de lutte contre la violence et l'intimidation. Le plan de lutte contre l'intimidation et la violence, dans le fond, est issu de la loi 56 qui a été adoptée en 2012. Donc, à travers la loi 56, qui est la loi visant à prévenir et à combattre l'intimidation et la violence à l'école, on retrouve en fait différents aspects. Notamment, cette loi définit ce que sont l'intimidation et la violence en milieu scolaire. Donc, on a des définitions qui sont vraiment issues d'une loi. Donc, on se doit d'utiliser ces définitions-là au sein de nos établissements scolaires afin de statuer est-ce qu'on fait face à de la violence et de l'intimidation ou non. Aussi, on identifie les responsabilités et les devoirs des élèves, des parents, du personnel scolaire, des directions d'école, des conseils d'établissement, des centres de services scolaires et du protecteur de l'élève en lien avec des événements de violence et d'intimidation. Donc, c'est vraiment une responsabilité qui est partagée au sein de l'entièreté de la communauté. Pour terminer, dans la loi 56, on voit l'obligation de chaque établissement d'enseignement public ou privé d'adopter et à mettre en œuvre un plan de lutte contre l'intimidation et la violence. Donc, chaque établissement, dont le vôtre, doit être muni d'un plan de lutte dans lequel on retrouve la structure d'intervention premier intervenant, deuxième intervenant, dont on va discuter aujourd'hui. Donc, comment intervenir face aux situations de violence et d'intimidation. L'objectif commun, en fait, qu'on poursuit tous et qui est aussi issu de la loi 56, c'est que chaque école, pas du Centre de services scolaires de Laval au sein de la loi, mais pour nous, en ce qui nous concerne, que chaque école de notre centre de services scolaires offre un milieu d'apprentissage sain et sécuritaire, de manière à ce que tout élève qui la fréquente puisse y développer son plein potentiel à l'abri de toute forme d'intimidation ou de violence. Ainsi, si on souhaite atteindre cet objectif, bien pour ce faire, tout membre du personnel d'une école doit collaborer à la mise en œuvre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence et veiller à ce qu'aucun élève de l'école à laquelle il est affecté ne soit victime d'intimidation ou de violence. C'est certain qu'on peut pas toujours aller en prévention, on peut pas nécessairement veiller à ce qu'aucun élève ne soit victime, mais on se doit notamment de mettre en œuvre le plan de lutte et donc d'intervenir lorsque nous sommes témoins d'un événement de violence ou d'intimidation afin de veiller à ce que ça ne se reproduise pas, en fait. Donc, ces deux principes-là sont issus de lois, soit la loi 56, donc la loi sur la violence et l'intimidation, ou la LIP, donc la loi de l'instruction publique. Ce sont des obligations que nous avons au niveau légal. Au niveau des distinctions et des définitions, on va entrer dans les distinctions vraiment de situation. En ce qui concerne le conflit, un conflit, c'est caractérisé par un rapport qui est égalitaire. Donc, les deux parties sont égalitaires. Il n'y a pas une personne qui prend, dans le fond, pouvoir sur l'autre ou qui a un rapport de force inégal. Les deux sont égalitaires. On a aussi, dans le fond, un aspect de confrontation, un désaccord qui peut avoir lieu parce qu'on partage pas le même point de vue ou les mêmes valeurs, mais ce n'est pas nécessairement prémédité. On se lève pas le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais entrer en conflit avec telle personne ». Ça arrive sur le champ. Il n'y a aucune victime, même si les personnes peuvent se sentir perdantes, en fait, à travers le conflit, mais il n'y a pas une victime ciblée. Le conflit peut aussi se régler par la négociation ou la médiation. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de mettre en branle la structure de premier intervenant, deuxième intervenant lorsqu'on fait face à un conflit.
Toutefois, pour les deux autres concepts, donc la violence et l'intimidation, on se doit de mettre en branle ce procédé d'intervention-là. Donc, en ce qui concerne la violence, cette définition-là est issue de la loi de l'instruction publique, donc on doit vraiment la prendre telle qu'elle. C'est toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement. Donc, on a une notion d'intention ici qui vient de nous distinguer d'un conflit, si on se souvient de la définition du conflit. Donc, exercer intentionnellement contre une personne ayant pour effet d'engendrer des sentiments de détresse. Donc, on n'est pas seulement au niveau de se sentir perdant, comme dans le conflit. Là, on est vraiment au niveau d'un sentiment de détresse qui est engendré par le comportement de violence. Donc, qu'est-ce qu'on caractérise comme sentiment, comme sentiment de détresse? Dans le fond, c'est le fait de la léser, de la blesser, de l'opprimer en s'attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses endroits ou à ses biens. Donc, c'est assez vaste comme définition, mais ce qu'il faut réellement se rappeler, c'est qu'il y a une notion d'intention, une manifestation de force et que ça engendre des sentiments de détresse. Pour ce qui en est de l'intimidation, ça aussi, c'est une définition issue de la LIP. Et il y a 4 critères qui font qu'on peut distinguer si on fait face à un événement d'intimidation. Donc, selon la définition, c'est tout comportement, parole, acte ou geste, délibéré ou non. Donc, ça, c'est notre premier critère. Donc, si c'est délibéré ou non délibéré, ça peut agir. Dans le fond, ça peut être un acte d'intimidation. À caractère répétitif, ça, c'est notre deuxième critère. Donc, ça doit avoir lieu plus d'une fois. Plus d'une fois par la même personne, plus d'une fois le même comportement ou plus d'une fois par différentes personnes. Donc, c'est juste qu'il doit y avoir un aspect de répétition face à la même victime qui est présente, qui est exprimée directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l'inégalité des rapports de force. Donc ici, on vient distinguer d'un conflit par le fait qu'il y a une inégalité des rapports de force. C'est quelqu'un qui prend pouvoir, qui se met au-dessus de l'autre à travers l'événement d'intimidation. Dans le fond, dès qu'on est face à un événement d'intimidation ou d'un comportement d'intimidation, ça aussi, ça a pour effet d'engendrer des sentiments de détresse, de léser, blesser, opprimer ou ostraciser, tout comme nos événements de violence. Donc ça, c'est ce qui concerne les définitions. On a différents types de violence et d'intimidation dont vous pouvez être témoin. Donc, on a le type physique, notamment faire trébucher, contraindre, frapper, etc. On a le type verbal, donc insulter, menacer, ridiculiser. Ça aussi, c'est considéré comme de la violence et de l'intimidation. On a l'aspect plus social, où on parle plus d'intimidation que de violence. Donc, l'intimidation sociale, c'est le fait d'isoler, d'exclure, de propager des rumeurs. Donc, tout ce qui peut venir impacter l'aspect social d'une personne de façon négative et en prenant pouvoir sur l'autre, ça fait aussi partie des types d'intimidation. On a de l'intimidation matérielle, donc notamment de détruire, vandaliser, s'approprier le bien d'autrui. Donc, si par exemple, je vole un objet à quelqu'un, je le garde, je ne veux pas lui redonner. Si je fais des graffitis sur le casier d'un autre élève, on est dans de l'intimidation matérielle. Et finalement, on a aussi de la cyberintimidation. Donc ça, c'est tout acte d'intimidation qui est commis sur le cyberespace. Donc, les réseaux sociaux, les textos, les courriels, etc. Tout ce qui touche le cyberespace. Si on a de l'intimidation verbale, sociale, etc., matérielle même, parce qu'on peut s'approprier les biens d'autrui, notamment les profils de réseaux sociaux, etc., ça rentre dans l'intimidation, mais au niveau de la cyberintimidation. Ce qui est important de mentionner ici, c'est que peu importe le type de violence ou d'intimidation à laquelle on fait face, même si elle n'a pas lieu au sein de nos établissements scolaires, on se doit d'intervenir. Parfois, la ligne, elle est mince dans le sens où on se dit « Oui, mais si ça se passe sur les réseaux sociaux, on n'a pas à intervenir, ça se passe pas à l'école. » On doit toutefois venir clarifier que ça a un impact sur notre climat scolaire, ça a un impact sur la dynamique de nos élèves et si on se rappelle au niveau légal, on doit offrir un milieu d'apprentissage où tous se sentent bien et propices en fait à apprendre. Donc même si ça ne se passe pas dans nos établissements, on se doit d'intervenir sur ces événements de violence et d'intimidation.
Maintenant, pour les faits intéressants, au niveau des statistiques en lien avec la violence et l'intimidation et l'intervention de l'adulte témoin, donc du premier intervenant, les adultes sont témoins dans 10% des situations de violence et d'intimidation qui ont lieu dans nos établissements. Donc, les adultes sont beaucoup moins présents que les pères. Quand on regarde juste à droite, les pères, eux, sont témoins dans 85% des situations. Donc, il y a souvent des témoins, parfois les adultes, parfois les élèves. Toutefois, les pères, ils n'interviennent que dans 11% des situations desquelles ils sont témoins. Lorsque les pères interviennent, ce qui est intéressant, c'est que la situation cesse dans 57% des cas en moins de 10 secondes. Donc, lorsqu'un père se prononce face à un événement de violence ou d'intimidation, lorsqu'il est témoin de celui-ci, la situation cesse incessamment. Toutefois, ils n'interviennent pas souvent, donc seulement 11% des cas. Ce qu'on souhaite faire refléter à travers ces statistiques-là, c'est que puisque les adultes, on est témoins dans seulement 10% des situations, si on offre l'exemple et si on intervient en fonction de la structure qu'on va voir juste après, ben on va montrer l'exemple aux pères, on va leur modéliser, le comportement à adopter et on espère qu'ils vont intervenir eux aussi plus souvent. Sinon, au moins, on leur envoie un message qui est positif de dire que nous, on n'accepte pas la violence et l'intimidation à l'école. Ainsi, on rentre dans le vif du sujet, les rôles et responsabilités de l'adulte témoin. Qui est l'adulte témoin pour commencer? En fait, c'est l'ensemble des membres du personnel d'un établissement scolaire. Donc, on va de l'enseignant au concierge, au gestionnaire, conducteur d'autobus, les adjointes administratives, éducateurs en service de garde, service de dîneur, surveillants, professionnels, techniciens d'éducation spécialisée, etc. Les premiers intervenants peuvent aussi être les parents. Là où on souhaite venir vraiment vous rassurer ou clarifier, c'est que les parents peuvent être les adultes témoins parce qu'ils peuvent signaler à l'école un événement de violence et d'intimidation dont ils ont été témoins. Toutefois, ce n'est pas la responsabilité des parents de réaliser l'intervention, car l'intervention est la responsabilité du deuxième intervenant. Justement, quand on veut faire la distinction entre premier intervenant et deuxième intervenant, on veut mentionner que tout adulte se doit d'intervenir, mais tous n'interviennent pas au même niveau. Donc, l'intervention de tout adulte témoin, ça représente un peu la pointe de l'iceberg. On voit quelque chose, on se prononce, on intervient. Toutefois, pour aller vraiment comprendre l'ensemble de la dynamique, l'ensemble de l'événement, qu'est-ce qui s'est passé réellement, on doit référer au deuxième intervenant qui s'appelle la personne responsable d'intervenir en cas de situation de violence et d'intimidation. C'est une personne qui est généralement formée pour le faire. Donc, on parle souvent de TES, professionnel, direction. Donc, ça doit être inscrit dans le protocole de votre plan de lutte au niveau de l'élément 5 dans la structure d'intervention en cas de violence et intimidation. Donc, vous, à qui s'adresse la capsule, vous êtes l'adulte témoin. Donc, vous êtes dans la pointe de l'iceberg. Vous voyez un événement, vous allez intervenir, mais ensuite, vous référez au deuxième intervenant en consignant les informations et votre responsabilité s'arrête là. Donc, c'est important pour nous de le clarifier, de dire que vous n'avez pas à aller réaliser l'ensemble de l'intervention à ce niveau-là. Évidemment, plus tôt on a fait la distinction entre conflit, violence, intimidation. Peu importe quel événement il y a devant nous, on se doit d'intervenir. Toutefois, on intervient en fonction de la situation, avec le degré de gravité qui est nécessaire. Et cette image-là, qui n'est pas très claire à l'écran actuellement, désolée pour ça, mais elle va être disponible dans les documents de soutien à la formation, vient un peu clarifier la structure. Donc, quand on fait face à un accident, on a un rapport d'accident communication parent. Un conflit, c'est l'application du code de vie, mais dès qu'on a des indices de violence, intimidation, à ce moment-là, on se doit de se référer au plan de lutte contre l'intimidation et la violence et de mettre en place le protocole premier intervenant, deuxième intervenant, donc la structure. Afin de vous sensibiliser à l'importance d'intervenir, on souhaitait quand même venir clarifier, quand on n'intervient pas, qu'est-ce qu'on communique aux différents acteurs de l'événement de violence et intimidation dont on est témoin. En n'intervenant pas, on communique notamment à la victime le fait qu'on ne la protège pas, puis que c'est pas grave qu'est-ce qu'elle vit. Donc,
je suis adulte, je vois ce qui se passe, on est en train, par exemple, de te donner un coup de poing et je n'interviens pas, je communique à la victime que ce n'est pas grave et que je ne le protégerai pas. Au niveau de l'auteur, ce qu'on communique à ce moment-là, c'est tu peux continuer d'agir comme ça, j'accepte ce comportement-là parce que je ne vais pas y mettre fin. Donc, c'est l'importance d'intervenir à ce moment-là, c'est de démontrer à l'auteur aussi qu'il ne peut pas agir de la sorte dans notre établissement. Finalement, pour les témoins, ce qu'on communique, c'est de dire, si ça t'arrive, l'adulte ne t'aidera pas et toi aussi, tu peux ignorer ce comportement-là et l'accepter, car les adultes autour de toi le font. En général, on peut tous s'entendre pour dire que ce n'est pas le genre de message qu'on souhaite communiquer à nos élèves. Donc, on se doit d'intervenir afin de montrer le message contraire. Ainsi, on entre au niveau de la structure d'intervention. Donc, l'adulte témoin a 5 étapes qu'il peut mettre en place. Je vous rassure tout de suite, vous allez voir les 5 étapes. Ça peut sembler gros, mais c'est une intervention qui peut durer quelques secondes. Ce n'est pas long en soi, réaliser les 5 étapes. Donc, agir contre l'intimidation et la violence, ou c'est inspiré aussi de stopper la violence en 5 étapes. Dans le fond, on a les étapes devant nous. La première étape, c'est le fait de mettre fin au comportement. La deuxième, de nommer le comportement. La troisième étape, orienter vers les comportements attendus. La quatrième étape, effectuer une intervention sommaire. Et finalement, la cinquième, consigner et transmettre. On va voir chaque étape une à la fois pour venir les clarifier. La première étape, qui est de mettre fin au comportement, c'est tout simplement d'exiger l'arrêt du comportement en s'adressant personnellement à l'élève. Donc, par exemple, c'est simplement de dire « Nolan, ce comportement n'est pas accepté dans notre école, je te demande d'arrêter immédiatement. » Tout simplement. Ça, c'est déjà votre première étape, elle est réalisée. Selon la gravité de la situation, il est certain que vous allez devoir intervenir tel que prévu dans les règles de conduite de l'école par la suite. Assurez-vous aussi que les témoins constatent cette intervention-là. Parce qu'il est important qu'ils soient impliqués ou non dans l'incident, qu'ils comprennent que les élèves sont protégés et sont en sécurité dans l'école. Donc, si ça leur arrive à eux, il y a un adulte qui va mettre fin à ce comportement-là. Donc, en résumé, première étape, simplement de nommer « ce comportement-là n'est pas accepté, je te demande d'arrêter ». Voilà. Deuxième étape, on demande de nommer le comportement. Donc, pour que ce soit plus clair pour les élèves de ce pourquoi on intervient, on vient vraiment mettre des mots sur ce qui se passe. Donc, par exemple, on met un nom sur le comportement observé. On pourrait dire « Nolan, ton commentaire est à caractère discriminatoire » ou bien « ton commentaire constitue de la violence verbale » si, par exemple, le comportement était d'insulter un autre élève. On peut venir aussi s'appuyer sur les valeurs de notre école à ce moment-là, de dire on refuse ces comportements-là, ces comportements haineux, désobligeants à notre école. Toutefois, si pour vous, c'est trop de phrases, vous pouvez simplement, pour résumer, étape 1, 2, dire ce comportement-là est inacceptable. Il s'agit d'un commentaire à caractère discriminatoire. On ne l'accepte pas à l'école et déjà là, vous avez réglé l'étape 1 et 2. L'étape 3, c'est le fait d'orienter vers les comportements attendus. Donc, ce qu'on souhaite ici, dans cette étape-là, c'est de demander un changement de comportement à l'élève qui a commis l'acte. Donc, de nommer, par exemple, ceci est un commentaire désobligeant, discriminatoire, peu importe, mais de nommer après, qu'est-ce qu'on s'attend d'eux. Donc, de dire, par exemple, dans notre école, on demande de respecter les gens. C'est un comportement attendu de la part de tous les adultes et les élèves. Donc, je te demande d'adopter un langage approprié. Donc, on ramène à la règle, on ramène au comportement attendu puisqu'on s'attend pour la suite des choses. La quatrième étape, dans le fond, c'est de s'adresser, d'effectuer une intervention sommaire, Puis, selon la situation, on doit informer les témoins concernés qu'un adulte pourrait les contacter, mais c'est surtout d'informer la victime et d'informer l'auteur du geste que le deuxième intervenant, ou de nommer qu'un autre adulte, va venir les voir pour assurer un suivi dans les prochaines heures ou maximum d'ici la fin de la journée pour qu'ils sachent qu'il y a une intervention supplémentaire qui va être réalisée. On peut aussi se permettre de nommer dans le fond que ce n'est ni le moment ni l'endroit d'en parler et c'est pour ça qu'un autre adulte va venir les voir pour réaliser l'intervention. Finalement, la dernière étape, c'est de consigner vos observations.
Vous allez aussi transmettre les informations à la personne concernée selon le protocole et les règles établies dans votre milieu. En général, c'est le deuxième intervenant ou la direction, en fait, pour s'assurer qu'il y a une intervention qui va être réalisée. Donc, vous consignez vos observations, vous signalez la situation selon les modalités établies, puis il faut jamais tenir compte que c'est tenir compte ou pour acquis, en fait, qu'il s'agit d'un acte isolé. Donc, quelqu'un qui, par exemple, lance une insulte à un autre, bien évidemment, on va pas se dire « Ah, c'est la première fois » ou « C'est la dernière fois que ça va arriver ». Donc, on consigne, on transmet et le deuxième intervenant va aller s'assurer dans son évaluation de la situation que c'était bel et bien un acte isolé ou non. Donc, on se doit aussi de respecter les règles de confidentialité, donc de ne pas ébruiter la situation, de consigner ça de façon confidentielle et de le donner aussi de façon confidentielle à la personne responsable d'intervenir. Donc, en résumé, si on reprend les 5 étapes, ça peut réellement avoir l'air d'une intervention qui peut durer 30 secondes en soi dans le vif du sujet, puis ensuite de prendre quelques instants pour consigner l'information selon les fiches qui existent dans votre milieu et de le transmettre au deuxième intervenant. Donc, on se rappelle, mettre fin au comportement, de dire « Nolan, ce comportement-là est inadéquat dans notre milieu, je te demande d'arrêter. » Nommer le comportement. Ce que tu viens de faire, c'est de la violence verbale, c'est inacceptable à notre école. Orienter vers les comportements entendus. Je te demande la prochaine fois d'utiliser un langage approprié et respectueux envers les autres. Effectuer une intervention sommaire. C'est pas le temps d'en parler plus en détail maintenant, mais je t'assure que quelqu'un qui va venir te voir pour parler de la situation puis qu'on s'assure que ce soit réglé. Ensuite, de votre côté, vous consignez sur une feuille, vous transmettez l'information. Donc ça ici, c'est votre rôle en tant qu'adulte témoin. Nous sommes conscients que c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise d'intervenir face à un événement de violence et d'intimidation. Notamment, certaines personnes peuvent avoir peur pour leur propre sécurité, peuvent ne pas se sentir à l'aise de se prononcer ou avoir peur de faire des faux pas. Pour le dernier élément, la peur de faire des faux pas, il vaut mieux intervenir sans nécessairement suivre à la lettre les 5 étapes, mais en ayant l'idée générale de comment intervenir en tant qu'adulte témoin et de faire preuve de bienveillance dans le sens de dire « je veux protéger l'élève victime pour l'instant ». Déjà, si vous intervenez comme ça, on pourra jamais vous reprocher de ne pas l'avoir fait de la bonne façon, dans le sens que vous interveniez pour le bien de l'élève. C'est aussi mieux d'intervenir sans nécessairement suivre les 5 étapes parfaitement que de ne pas intervenir du tout. Dans l'avenue où vous ne seriez pas à l'aise d'intervenir face à un événement de violence et d'intimidation, on vous demande de ne pas être un témoin passif. Donc, du moins, de vous prononcer devant les témoins ou quoi que ce soit, de dire ce comportement-là est inacceptable, je vais le rapporter, et de vous assurer de consigner ce que vous avez vu et de le transmettre à la personne responsable d'intervenir afin de s'assurer qu'il y a une intervention qui s'ensuit. Donc, l'étape subséquente qui ne vous concerne pas en tant qu'adulte témoin, ben c'est que la personne responsable d'intervenir à la suite d'un acte de violence ou d'intimidation, donc le deuxième intervenant dont on parle depuis le début de la capsule, ben cette personne-là va réaliser l'évaluation complète de la situation en rencontrant l'ensemble des personnes concernées, donc témoins, auteurs, victimes, puis va assurer un suivi auprès de ceux-ci et mettre en place, dans le fond, les mesures qui correspondent à son évaluation de la situation. En lien avec la formation, la capsule d'aujourd'hui, en fait, il va y avoir des affiches qui vont être disponibles, qui pourraient être affichées, par exemple, dans les salles du personnel ou quoi que ce soit, pour venir vous faire des petits rappels ou pour que vous puissiez vous y référer si vous vous questionnez, vous ne vous souvenez plus de la structure à suivre. Et il y a aussi des aides-mémoires qui sont disponibles si vous souhaitez en garder dans vos classes, dans vos locaux, dans vos bureaux ou quoi que ce soit. Finalement, on voulait terminer avec le message de dire qu'on est tous ensemble contre l'intimidation. En début de capsule, on a parlé que c'était une responsabilité partagée. Ça concerne tout le monde, le fait qu'on veut mettre fin à la violence et l'intimidation. Donc, c'est en travaillant ensemble et en s'assurant qu'on intervient tous et toutes lorsque nous sommes témoins qu'on va y arriver. Un gros merci à vous. Si vous avez des questions, vous avez mes coordonnées. Toutefois, vous pouvez aussi vous référer à vos professionnels, direction, deuxième intervenant. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci pour votre attention.